Jusque-là, nous avons beaucoup parlé des technologies qui permettent de fabriquer des objets ou qui leur permettent de communiquer, mais il est important de voir aussi d'un point de vue traitement informatique ce qui est spécifique à cet Internet des objets. Et là, on va parler des plateformes de traitement qui vont collecter les données reçues des objets pour en extraire la valeur, pour en amplifier la valeur de façon à prendre des bonnes décisions ou à fournir aux utilisateurs une information de qualité. Ces plateformes-là ont quelques particularités que nous allons voir, mais globalement, elles ont une structure que l'on retrouve de façon assez standardisée qui permettent de processer la donnée. Alors sans rentrer dans les détails de cette architecture, on va dire qu'une fois que les données sont arrivées depuis le réseau sur un network server, mais ce peut être aussi envoyé directement depuis un objet qui serait accessible en TCP/IP, eh bien les données vont rentrer dans une chaîne d'intégration. Cette chaîne d'intégration va généralement permettre un stockage des données brutes. Il est primordial dans un projet IoT de toujours stocker la donnée brute sans l'avoir modifiée. En effet, au fur et à mesure que vous allez créer des traitements qui ajoutent de la valeur sur ces données-là, vous aurez besoin de retraiter les données du passé. Si vous avez altéré les données brutes, vous risquez de ne pas pouvoir retraiter correctement les données du passé et par conséquent avoir détruit de votre stock de données, détruit de la valeur initiale. Donc toujours stocker la donnée brute au niveau de cette chaîne d'intégration. Cette donnée va ensuite être nettoyée, tout simplement parce qu'elle contient des erreurs, des imprécisions. C'est la réalité du monde physique et du terrain qui nous entoure. Une donnée GPS, par exemple, peut être imprécise parce que l'objet se déplaçait. On est passé à côté d'une montagne, on a eu un rebond. Et d'un seul coup, on a eu un décalage. Il faut corriger ces erreurs-là qui peuvent avoir un impact important sur la qualité des indicateurs que l'on génère. Donc ça, c'est la phase de nettoyage. Ensuite, on va pouvoir passer à une phase d'enrichissement. Phase dans laquelle on va venir compléter la donnée brute par des données environnementales que l'on peut obtenir de façon différente. Des données situationnelles. C'est-à-dire, par exemple, si je capte la température à l'intérieur de la maison, il peut être intéressant de récupérer une donnée météo extérieure sur ce même lieu pour pouvoir calculer un indicateur relatif d'écart ou de variation, de vitesse de variation de la température intérieure en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Peut-être que ce calcul, je vais le faire maintenant, peut-être que je le ferai plus tard, mais il est intéressant à tout moment d'aller collecter ces données complémentaires pour venir la stocker avec la donnée reçue des capteurs, car elle pourra servir maintenant ou plus tard pour des calculs supplémentaires. Il peut y avoir des tas de choses en termes de données externes à ajouter, de données d'enrichissement. Il est très important de réfléchir à cette question des données que l'on puisse ajouter en termes d'enrichissement lorsque l'on capte une donnée physique dans un projet IoT. Ces données enrichies vont ensuite être stockées de façon globalement massive et on va les stocker pendant longtemps et on va chercher à ne jamais détruire notre historique. Donc on va avoir un système de stockage plutôt volumineux, qui peut être orienté vers du stockage big data, et c'est autour de ce stockage-là que l'on va aller créer de la valeur sur ces données brutes. Donc pour ça, on aura besoin d'environnement, environnement de recherche, environnement dans lequel les data scientists vont aller analyser les données, chercher à extraire de la valeur pour créer des indicateurs. Et puis une fois que ces data scientists auront trouvé les bonnes solutions pour trouver les bons indicateurs, eh bien il faudra industrialiser tout ça et rendre le traitement de ces données s'exécutant au fil de l'eau, chaque nouvelle donnée venant mettre à jour les indicateurs disponibles. On a donc à côté de cet environnement de data science, un environnement industriel d'exécution. Ces deux environnements vont venir alimenter une étage de data visualisation qui va permettre de représenter, d'afficher ces insights qui seront utilisés par les clients ou qui seront utilisés potentiellement pour du débugage, de la mise au point et ainsi de suite. L'ensemble des données à valeur ajoutée qui vont être créées par votre plateforme IoT doit être disponible sous forme d'API. Aujourd'hui, on ne doit pas construire la mise à disposition de données autrement que sous forme d'API, ça doit être un standard du marché. Dans le monde de l'IoT, c'est particulièrement important à mon sens. Ces API doivent être mises à disposition au travers d'une plateforme qui va permettre d'offrir de la maintenabilité dans le temps, de permettre de la facturation, de permettre de l'authentification, ce qui s'appelle globalement un API management et qui va permettre de rendre disponible de façon commerciale la donnée calculée à partir
des objets que vous avez déployés. Cette API pourra être consommée par des sites web ou pourra être consommée par des applications mobiles pour restituer la donnée. Nous avons fait ici le chemin de la data, celui qui va être le plus souvent implémenté dès le début d'un projet IoT et celui qui représente ici le plus de briques. Ce qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, c'est la partie des petites briques qui sont visibles aussi, qui représentent le Customer Management et le Device Management. Quand on est dans un projet IoT, on a des objets physiques déployés sur le terrain et ces objets physiques peuvent être en relation avec des utilisateurs ou des entreprises. Il y a énormément de process à créer autour de ces objets et autour de ces utilisateurs qui demandent la mise en place de solutions spécifiques. Autant la chaîne de traitement de la donnée est quelque chose que l'on trouvera assez facilement packagé sur le marché chez la plupart des opérateurs cloud, mais pour autant, les parties concernant le traitement des utilisateurs ou le traitement des devices est aujourd'hui un domaine peu mature sur le marché où vous aurez beaucoup de développement custom. Entre autres, le device management est quelque chose de particulièrement critique parce qu'il va s'agir de suivre le cycle de vie de l'objet du moment où il a été fabriqué jusqu'au moment où il va être détruit. Il se passe énormément d'actions durant ce cycle de vie. Il y a aussi énormément de problèmes. Il faut donc agréger beaucoup de logs, d'informations sur son état de santé, de façon à pouvoir gérer correctement la flotte. C'est le rôle de cette plateforme de device management que d'assurer le bon déroulé de ces opérations dans le temps. Une partie de ces fonctionnalités sont disponibles sur des plateformes cloud, comme je l'ai indiqué. Ces plateformes ont quelques particularités un peu spécifiques au niveau des objets connectés. C'est le niveau de fiabilité nécessaire à ces plateformes. Il y a deux contraintes très importantes à prendre en compte quand on fait un projet IoT. La première, c'est qu'un objet IoT, vous ne pouvez pas lui demander d'arrêter d'émettre. Un utilisateur, vous pouvez lui dire qu'il y a une maintenance qui est prévue dimanche, et que si jamais il avait prévu de travailler ce jour-là, eh bien éventuellement il serait bien qu'il ne le fasse pas entre 18h et 20h. Dans le cadre d'un objet, il ne va pas être possible de contacter les millions d'objets pour leur demander de ne pas émettre pendant une certaine période. Et ces objets-là n'ont pas une capacité mémoire importante pour stocker des données dans le temps. D'ailleurs, leurs données n'ont peut-être plus aucun sens si elles arrivent quelques heures plus tard. Il est donc nécessaire que les plateformes fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. C'est ce qu'on appelle du zéro downtime. Les serveurs qui acquièrent la donnée de l'IoT ne doivent jamais s'arrêter. Ça, c'est une complexité en termes de plateforme informatique qui est très importante. L'autre particularité, c'est que si vous visez un marché d'IoT at scale, vous visez d'avoir des millions d'objets. Et ces millions d'objets vont demander une puissance de calcul de plus en plus importante, un stockage de plus en plus important. Ce qui implique derrière une capacité à scaler vos infrastructures. Alors quand on parle de zéro downtime et quand on parle de scalabilité infinie, eh bien généralement les solutions qui sont disponibles pour répondre à cela sont des solutions cloud qui vous permettent d'avoir non seulement des environnements qui sont fiables, mais aussi de pouvoir les faire grandir sans avoir des impacts forts sur des investissements dans votre entreprise. C'est pourquoi l'IoT repose généralement nativement sur des plateformes cloud. Le Zero Downtime architecture va reposer sur un certain nombre de concepts qui sont importants à implémenter. Le premier, c'est le clustering, c'est-à-dire la capacité à ce que si un élément doit être arrêté parce qu'il est en panne, parce que son matériel est défaillant ou parce que tout simplement il doit être monté de version, eh bien le service puisse continuer à fonctionner sur les autres nœuds de ce cluster. Donc le cluster doit être mis en place. Vous pouvez l'avoir sous forme de plateforme as a service chez des opérateurs cloud ou vous pouvez le créer par vous-même en multipliant les instances. Ce même clustering permettra aussi de gérer la scalabilité. Il est important aussi de pouvoir faire ce que l'on appelle du blue-green deployment, c'est-à-dire la capacité dans notre solution de supporter la mise à jour du système sans avoir d'arrêt de ce système. C'est-à-dire la capacité à avoir du trafic qui arrive sur une ancienne version, le temps qu'on déploie la nouvelle version, puis bouger le trafic vers la nouvelle version, le temps qu'on mette à jour le composant du cluster qui était dans la version précédente. Ceci demande des technologies, ceci demande un certain savoir-faire, ceci demande de l'automatisation et donc la mise en place de solutions que l'on va dire DevOps ou de solutions de type infra as code pour arriver à rendre ce service de façon efficace. Enfin, il est important d'avoir tout ce qu'il faut pour de la
haute disponibilité, donc la capacité, en cas de crash d'un système, de pouvoir continuer à fonctionner, voire de DRP, la capacité de fonctionner en cas de perte d'un data center complet, ce qui arrive même aux meilleurs, que ce soit Amazon, Azure ou Google, tous ont connu des arrêts complets. Imaginez bien que pendant chaque arrêt, eh bien, il s'agit de données de capteurs qui vont être perdues, et ceci va pouvoir poser un problème si une action devait être déclenchée suite à la réception d'un message particulier. Ceci veut aussi dire que dans le cadre du développement de votre objet, il faut toujours considérer qu'à un moment donné, il est possible que la plateforme ne soit pas à même de recevoir la donnée, et donc trouver des solutions pour que les messages importants soient réémis ou en tout cas ne soient pas perdus. Ce qu'il est important à prendre en compte, c'est que construire une telle plateforme demande un niveau de compétence et un niveau de technicité des équipes qui est important. Et pour cette raison, un projet IoT d'envergure, bien sûr, n'est pas un projet simple et va demander de l'expertise et donc des investissements particuliers. C'est la même chose sur les aspects scalabilité. On va retrouver des composants qui sont assez classiques par rapport à ce que l'on vient de voir, à savoir le clustering qui va répondre à ces exigences-là, mais aussi la capacité à accéder à des puissances de calcul ou des puissances de stockage à la demande sans avoir à faire des investissements particuliers. La linéarité du prix est particulièrement importante et d'où l'intérêt d'utiliser des plateformes cloud qui vont vous offrir un prix qui est globalement linéaire par rapport à votre consommation. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de se retrouver avec un investissement, on va dire, de type data center, par exemple, plusieurs millions à sortir et investir lorsque la scalabilité augmente, non seulement parce que ça ferait des effets d'échelle, d'escalier assez impactants sur les budgets, mais aussi parce que le temps de déploiement de tels projets peut venir impacter la capacité à déployer les services associés aux objets. Il est donc nécessaire de pouvoir accéder à la scalabilité sans avoir trop de difficultés. Encore une fois, ce besoin en termes de scalabilité demande une compétence et une ingénierie relativement importante qu'il faut intégrer dès le début du projet de façon à ne pas se rater et avoir des soucis par la suite. Le dernier point qui est important, c'est que les données que vous manipulez, on l'a dit, sont la source de vos revenus. C'est un asset qui est créé, qui est récupéré par l'objet. Votre objet est un mineur qui extrait de la matière première qui est de la data, et cette data est transformée et valorisée par la plateforme que l'on a vue précédemment. Alors cette donnée-là, si elle a de la valeur, eh bien, il faut la protéger. Il faut la protéger déjà parce que ce peut être une donnée personnelle, et dans ce cas-là, il faudra en prendre soin selon la réglementation en vigueur. Il sera peut-être nécessaire de l'anonymiser et d'intégrer cette problématique dès le début, car on ne peut pas stocker ad vitam aeternam une donnée personnelle, mais malgré tout, il est nécessaire que l'on conserve cette donnée ad vitam aeternam pour ne pas dévaloriser notre stock. La façon d'arriver à faire cette conservation de la donnée, eh bien, c'est de la rendre anonyme pour qu'elle ne soit plus personnelle et que donc elle puisse être conservée. La problématique de l'anonymisation est donc quelque chose de clé pour la matière première que nous travaillons, qui est la donnée captée par nos sensors. Enfin, cette donnée doit être chiffrée, et c'est préférable, chiffrée pour la protéger, entre autres, du vol, car je vous rappelle que si votre donnée a de la valeur, c'est parce qu'elle est unique et en grande quantité, mais surtout parce qu'elle est unique. Votre donnée, si elle est volée et mise sur le marché par un tiers, voire distribuée gratuitement par les voleurs, va détruire 100% de la valeur de votre stock. Plus personne n'aura un intérêt ou un besoin à vous l'acheter. Ayez toujours ça en tête en vous disant qu'il faut que cette donnée soit plutôt chiffrée, de façon à ce que si on la vole, on ne puisse pas l'utiliser. Bien sûr, elle doit aussi être protégée contre la destruction, car si quelqu'un d'autre venait à chiffrer votre stock ou à détruire votre stock, eh bien c'est l'intégralité de la valeur que vous avez créée depuis le début qui va s'envoler d'un seul coup, d'un seul.